Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast DJ. Nous sommes le 5 juillet 2023. Aujourd'hui, nous parlons avec Louise et Raphaël des événements qui ont secoué particulièrement la France, les banlieues françaises, mais qui ont eu quelques remous en Belgique suite à la mort du jeune Naël à Nanterre. Donc voilà, tout d'abord, chers amis, euh, quel est votre avis sur le point de départ et sur la suite, grosso modo, des événements? Euh, bah, je... Lou- Oui, Vas-y, bah Louise, oui. je t'invite à commencer. Alors, du coup, en soi, c'est des événements qui ont déjà été vus et revus. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'événements avec de telles répercussions, que ce soit en France ou en Belgique. Hein. On sait qu'il y a 2 ans à Liège, il y a eu quelque chose d'assez similaire avec une dame qui avait été, je pense, arrêtée par la police de manière un peu violente, et suite à ça il y avait eu de grosses émeutes à Liège contre la police. Donc c'est quand même pas nouveau au final ce genre d'événement. Souvent ça prend des proportions complètement disproportionnées justement. Donc on a du mal parfois à comprendre. On peut comprendre la douleur évidemment. Forcément ici, il y a quand même l'histoire d'une personne qui est décédée, pas comme à Liège il y a 2 ans où il n'y avait pas eu de décès, c'était juste une arrestation. Mais donc on peut comprendre l'émotion et la colère à ce niveau-là. Maintenant, les proportions sont, je sais pas si c'est disproportionné parce qu'on peut être en colère quand on parle de décès, ou on peut être contrarié, frustré. Maintenant, je vois pas forcément le rapport entre les événements qu'il y a suite à ça et l'événement d'origine. Je vois pas le rapport entre peut-être un débordement policier, on sait pas encore si c'est un débordement ou pas. Y a pas forcément de, je pense pas que l'enquête a encore donné quelque chose, a déjà donné une conclusion à ma connaissance en tout cas, mais je vois pas le rapport entre cet événement et les émeutes qui viennent tout casser dans les villes. Ça me dépasse un petit peu, je dois dire. Oui, en effet, Louise, tu as tout à fait raison de le souligner, l'enquête n'a pas encore livré ses résultats. Ce que je trouve d'ailleurs scandaleux, c'est que les politiciens français se sont permis finalement de condamner et de juger, de juger et de condamner les événements, alors que l'enquête judiciaire n'avait pas encore été faite. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé, et peut-être que ce policier avait de très bonnes raisons de tirer, notamment parce que la veille ou l'avant-veille, un policier s'était retrouvé de nouveau entraîné sur 30 mètres par une personne qui avait refusé d'obtempérer. Et d'ailleurs, bon, moi j'ai vu la vidéo, et quand on voit sur la vidéo, le policier qui se retrouve quand même coincé entre la voiture et le mur, enfin j'ai l'impression, Mhm. et donc il aurait très bien pu se retrouver entraîné sous la voiture et mourir. Et c'est même si lui ne mourrait pas, et qu'il n'était pas entraîné sous la voiture, le refus d'obtempérer aurait très bien pu entraîner la mort d'autres personnes, euh, et visiblement, c'est prévu dans la loi française et de quasiment tous les pays civilisés, il me semble, qu'en cas de refus d'obtempérer, un policier a tout à fait le droit, voire le devoir de tirer, parce que une personne qui refuse d'obtempérer, qui fuit, est un danger potentiel. Euh, euh, c'est un délit, et c'est un délit grave, donc voilà. Le problème, et je pense que ça c'est symptomatique des sociétés occidentales, le problème est que les gens n'ont pas peur, enfin, certaines catégories de la population n'ont pas peur des policiers, comme ils n'ont pas peur des policiers, ils se croient tout permis, et donc ils se permettent de foutre le camp. Mais moi je peux vous assurer que quand je vois un flic, eh ben je me tiens à carreau. Pas parce que j'ai peur qu'il me tue, mais parce que Mhm. je suis désolé, enfin à un moment, on respecte un tout petit peu l'autorité de l'État, surtout, on peut pas vraiment faire autrement, donc voilà. Oui, je suis quand même assez d'accord avec toi. Je ne sais pas si Raphaël, tu as quelque chose à dire.
Oui, bonsoir Léopold, bonsoir Louise. Eh bien oui, en effet, je parle le même constat que vous. C'est que dans les banlieues, il y a une tension sociale qui existe entre les autorités et la jeunesse. Et malheureusement, quand il y a des grandes tensions comme de ce type-là, il suffit d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. C'était déjà le cas en 2005 avec la mort de 2 jeunes. Cette année, c'est pareil, c'est contrôle de police qui tourne mal et le décès du jeune Naël qui entraîne finalement des véritables émeutes dans toutes les banlieues des grandes villes de France avec des conséquences bien plus importantes qu'en 2005. En quelques chiffres, en 2 jours, en France, il y a eu 500 bâtiments endommagés, 2000 voitures endommagées également, et rien que pour l'Île-de-France, il y a 20 millions d'euros de dégâts juste pour les transports en commun. Et pour les entreprises privées, 1 milliard d'euros de dégâts. C'est énorme, et le problème, c'est qui va payer? Eh bien, ce sera C'est le pas eux. contribuable français, hein. C'est pas eux, parce que c'est pas eux qui auront les ressources financières de payer pour ça. Donc forcément, oui, c'est le contribuable, comme à chaque fois qu'il y a des événements pareils. Surtout que, voilà, ici, il y a quand même, bon, effectivement, un jeune mineur qui est décédé, donc c'est quand même regrettable, quoi qu'il en soit, quoi qu'il ait fait. Enfin, je trouve en tout cas. Maintenant, voilà, parfois il n'y a même pas besoin de ça pour en arriver à des circonstances pareilles. Je reviens sur l'exemple d'il y a 2 ans à Liège, place Saint-Lambert, juste pour une histoire d'arrestation a priori un peu trop violente, un peu trop agressive de la part des policiers envers une dame, je pense, une dame d'origine nord-africaine, je pense. Voilà, donc sous couvert de racisme, soi-disant, ou de prétexte pareil, ben voilà, il y avait vraiment eu de grosses émeutes, il y avait vraiment un énorme déploiement des forces de l'ordre à ce moment-là, pour essayer de contenir toutes les émeutes, mais c'était vraiment extrêmement disproportionné, et là, il n'y a pas eu besoin d'avoir un mort pour en arriver là, finalement. Alors oui, certes, il y a peut-être moins de dégâts, matériel, et encore il y a quand même eu pas mal de vitrines cassées et des choses comme ça juste pour ça, donc on a l'impression en fait qu'il y a une catégorie de personnes qui cherchent le moindre prétexte pour faire des émeutes, pour venir casser, pour venir vraiment cracher leur haine sur l'État, que ce soit français ou belge. Et, euh, et je trouve ça dingue que personne ne s'en rende compte et que ces gens-là soient toujours protégés par l'État au final. Et au final, il y a 4 points de vue, hein. Il y a un premier point de vue qui est celui des émeutiers, donc qui vivent dans une certaine précarité culturelle, hein, scolaire et également victime, on va dire, des effets de bande, donc ce qui crée une certaine délinquance de rue. Leur point de vue à eux serait tout simplement une certaine défiance de l'État et n'attendent que finalement un événement pour s'attaquer à ce qui représente l'autorité, comme une sorte de crise d'adolescence, j'ai envie de dire. On a en face la police, ou les autorités censées maintenir l'ordre, qui eux prennent finalement allez, qui sont en première ligne et qui prennent tout ce déferlement de haine et qui essayent de contenir les émeutes. Alors, des fois, ils sont impliqués naturellement dans l'affaire originelle, mais après, ils ne font que leur boulot, donc ils essaient de contenir tout ça. On a un troisième point de vue qui est celui des autorités politiques qui, elles, utilise la technique ou la politique de la paix sociale. Donc, faites ce que vous voulez de votre côté. Tant qu'il se passe rien, on vous laisse tranquille. Donc, eux veulent la paix. N'oublions pas que
les parents de ces jeunes parfois votent pour certains partis politiques qui pratiquent le clientélisme. Et on a un dernier point de vue qui est celui de la population générale qui constate finalement ces émeutes et qui sont parfois victimes des dégâts et qui non seulement sont victimes des dégâts, mais en plus de ça payeront la réparation des dégâts. Donc ils sont doublement, ils ont une double peine. Ouais. Et rien qu'en Belgique, et voilà, il y a eu simplement 2 voitures brûlées à Bruxelles. C'est pas grand-chose, mais tout de même, ça a le mérite d'exister, j'ai envie de dire. Il y a eu quelques déploiements de police et des dizaines de délinquants, certains affrontements avec des dizaines de délinquants au niveau de Bruxelles dans le quartier Amundsen. Et alors il y a eu quelques arrestations à Liège, mais en prévoyance d'appel à la manifestation. C'était des arrestations qui sont faites dans le cadre de contrôle d'identité, donc rien à voir avec des affrontements, d'émeutes, mais il y avait certains contrôles à l'avance. Tout ça pour dire qu'en fait, de la part de ces jeunes, il y a un prétexte qui se déroule, enfin qui a pour origine la France et qui se déplace dans les banlieues de toutes les villes françaises et également dans nos banlieues en Belgique. Donc il y a une sorte de prétexte pour tout casser, j'ai envie de dire, pour se révolter. Oui, alors, parce que il n'y a pas de lien au final entre la casse et l'événement, quoi. Surtout qu'ils cassent dans leur quartier. Donc, si vous permettez 2 secondes, j'aimerais juste réagir à 2-3 choses que vous avez dit. Donc, notamment Louise, tu dis que ce sont pas eux qui payeront parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais justement récemment j'entendais une vidéo qui parlait du fait que ils ont tendance à faire du détournement de fonds et d'aides publiques, qui est assez énorme, une histoire de je sais plus si c'était 100 millions ou enfin, je sais plus exactement quels étaient les chiffres, mais c'était une grosse somme qui avait été détournée en France par une centaine de personnes de la même communauté ethnique et religieuse. Le rapport entre les émeutes et la casse, justement, les émeutes, c'est ce qui cause la casse et les pillages. Maintenant, entre justement la casse et le pillage et la mort, oui, c'est ça. En l'occurrence ici du jeune Naël, ça en effet il n'y a aucun rapport, et je pense que c'est ce qui montre en fait que cette mort n'est qu'un prétexte. Ils ne veulent qu'une chose, c'est mettre la France, en l'occurrence, à feu et à sang parce qu'en fait ils détestent la France. Bien sûr. Ils ne se considèrent pas comme français. D'ailleurs, la bonne preuve, il suffit de voir tous les drapeaux qui sortent lors des matchs de foot, etc. Moi, pour avoir vécu dans une ville en Belgique dans laquelle la population était quand même relativement d'origine étrangère, j'ai quand même vu que lors des matchs du Maroc et des pays du Maghreb, ça gueulait dans tous les sens. Belgique, on tant tatatatam, parce que j'ai pas terminé la phrase. Ça sortait des drapeaux algériens, ça foutait le boxon partout sur la route, et d'après mon agent de quartier, visiblement, ça balançait même des cailloux sur les voitures qui passaient. Donc à un moment, je pense que le problème, c'est qu'on a affaire à un peuple étranger qui ne veut pas faire partie du pays, qui ne veut pas s'adapter ou se greffer à notre peuple. D'une certaine manière, vu la déliquescence de la société occidentale, on peut les comprendre. Toujours est-il que ce ne sont pas nos amis, ils ne veulent pas l'être, en tout cas la majorité. Mais il le montre bien là, en tout cas. Mais là, ça le prouve. Et ça le prouve. Et d'ailleurs, s'il y a eu des menaces de manifestation en Belgique, ça prouve bien. Alors que il me semble quand même que les Maghrébins et étrangers qui vivent en Belgique n'ont rien à voir, et ce ne sont pas les frères ni les cousins directs du jeune Naël, donc ils n'ont aucune raison d'être en colère en tant que tels. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils se révoltent, etc., et ils veulent causer des problèmes, etc. Heureusement, visiblement, l'État a réagi relativement rapidement pour empêcher ça, mais ça montre bien que c'est un phénomène qui est
purement ethnique, culturel. Ils ne veulent pas être belges, ils ne veulent pas être français. Dans les autres pays, ils ne veulent pas être allemands, ils ne veulent pas être anglais. D'ailleurs, l'affaire des grooming gangs en Angleterre, enfin qui a secoué l'Angleterre il y a une dizaine d'années, montre aussi ce phénomène où des Pakistanais kidnappent des filles et droguent des filles blanches pour les violer et les prostituer parce qu'elles sont blanches. Ils ne le font pas avec des filles pakistanaises. C'est systématiquement comme ça. On a affaire à une force d'invasion qui ne veut pas faire partie de notre pays. Point barre. Il s'en cache même pas. Et il ne s'en en tout cas, il s'en cache de moins en moins. Il s'en cache de moins en moins. Et d'ailleurs, je ne sais plus exactement ce que tu avais dit à ce niveau-là, Louise, mais ces événements ces manifestations, ces émeutes sont préparées à l'avance. Il suffit de voir la quantité de feux d'artifice, enfin de mortiers d'artifice qui sont utilisés, qui sont de sortie dans ce genre d'événement. Il y en a tellement, on peut pas faire ce genre de réserve en 1 heure. Donc... Ils attendent la moindre occasion pour... Voilà. Ils sont au taquet en fait de la moindre opportunité de venir imposer leur communauté, enfin de venir imposer leur présence au final. C'est imposer leur présence par la force. Par la force. J'irais même un petit peu plus loin que toi, Léopold. Je dirais même que c'est une part de la population qui est frustrée, en fait. Ce sont des frustrés. Pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes issus de la diaspora d'origine étrangère, hein, qui est arrivé pour travailler finalement dans les années 50, 60. Eux sont la 2e, 3e génération qui sont venus, mais finalement, ils savent pas à qui ils appartiennent, hein. Ils sont frustrés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont le cul entre 2 chaises. Parce que quand ils sont en Belgique, ils ne se sortent pas belges, mais quand ils vont au bled dans la famille, on les considère comme des gros belges. Donc ils sont nulle part chez eux. C'est des déracinés. Ce sont des déracinés. Et alors, ils sont frustrés et se regroupent entre eux pour tout casser. C'est ça. Mais c'est pas notre problème s'ils sont déracinés. Ils n'ont qu'à choisir à un moment donné. Oui, et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a certaines personnalités, je me rappelle plus du nom, Kémy Séba, voilà, c'est ça, donc ça c'est un Africain, Kémy Séba, et Kémy Séba, il est retourné en Afrique, et il dit, voilà, la diaspora africaine doit retourner en Afrique parce que, étant en Europe, elle appauvrit l'Afrique, elle empêche à l'Afrique de se développer. Et je pense que ce type a tout à fait... Alors je suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit, parce qu'il dit quand même beaucoup de choses... Elle est, disons complotiste, comme quoi l'Afrique est la plus grande civilisation de l'histoire, machin, etc. Enfin, alors je nie pas le fait qu'il y ait eu des grandes civilisations en Afrique, hein, notamment la civilisation... je me rappelle plus du nom. L'Empire du Mali également. Oui, l'Empire du Mali aussi. Enfin, si ce n'est qu'on peut relativiser la chose, parce que, comme dit mon petit frère, l'Empire du Mali, la seule chose qui reste, c'est quand même un bâtiment construit en bouse de chameau. Donc, oui, bon, ça a été un des empires les plus riches, attention. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Les mines d'or dans le sud du Mali. Oui, on peut pas les nier non plus. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand l'empereur du Mali a fait son pèlerinage à la Mecque, en passant par l'Égypte, il a fichu l'Égypte en banqueroute. Et donc, ça a un côté comique. Mais donc, il y a bel et bien eu, oui, des civilisations très, très importantes et très puissantes en Afrique. Par contre, je suis désolé, c'est pas l'endroit où on retrouve les civilisations les plus développées dans l'histoire. Certes, mais ça limite, voilà, ce sont des débats, géopolitiques. Oui, maintenant, ce cher monsieur est tout à fait cohérent. Il est rentré. Il critique, il préfère peut-être son pays d'origine ou un autre pays d'Afrique. Il y est allé. C'est tout à fait. Enfin, tout est à son honneur. C'est tout à son honneur. Alors, tout à fait. Alors que les autres, viennent tout casser ici en parlant que de leur pays d'origine, mais ils sont toujours là. Ils sont là pourquoi ? Oui, pour l'argent peut-être ? J'étais en train de me demander quelle plus-value ils ont à être ici. L'argent.
Ben Oui, c'est ça, parce Oui. qu'ils ne doivent pas travailler, ils gagnent de l'argent. Alors Ils en, font de la, Fran- en font de Fran- la en fraude France, aux c'est- aides sociales. Parce que hormis ce ça, que je tu ne veux. vois pas quelle autre plus-value ça pourrait être de venir ici s'ils sont tellement contents de leur culture, de leur pays. S'ils Et retournent, Oui, tellement fiers et s'ils tellement chauvins retournent, parfois. dès que c'est les vacances scolaires, ça retourne 2 mois dans leur pays d'origine. Enfin, on pourrait voir tout Ah la Donc oui, je me demande vraiment quelle plus-value ils ont à être ici, hormis l'argent, quoi. c'est pas que Ouais, une moi, faute je fiscale, comprends c'est pas. pas que de la faute fiscale. Attention, c'est simplement le fait de toucher simplement le CPS et Ah. le RSA pour les Oui, Français. oui, voilà. Et Bref. attendez, des fois, vous allez dans certains pays du monde, allez leur expliquer qu'en fait, en dessous Ah du ben. chômage, donc c'est pas le fait de chômer, c'est simplement vous ne travaillez pas et vous touchez de l'argent. De l'argent. Tout simplement. Il y a certaines personnes à qui j'ai parlé qui ne comprennent pas ça, ils n'arrivent pas à trouver la raison. Attendez, vous ne travaillez pas et vous ne Et devez vous pas gagnez vous de justifier chercher du travail et vous gagnez de l'argent. Enfin, ils l'argent. gagnent pas de l'argent, ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent une aide. Oui. Ils ne gagnent pas. Oui, non, de Oh, fait, Mais, de fait. mais ils reçoivent beaucoup trop. Donc c'est un certain confort. Ah Si, oui, si oui, vous arrivez, si vous arrivez de pays où c'est une pauvreté importante qui règne, bah attendez, on vous donne 1500 euros. Bah oui, mais c'est ça. 1000 euros, c'est déjà beaucoup. Et voilà, et surtout, allez, pour un pays d'Afrique centrale, les 1000 euros que certains touchent au CPS, c'est une fortune pour un gugus d'Afrique centrale. Du coup, bah, fatalement, ils se disent, mon Dieu, mais c'est l'Eldorado, on doit pas travailler, on gagne de l'argent. Et résultat, finalement, bah, de nouveau, c'est nous qui payons, hein. Enfin, ce sont les indépendants, les gens qui travaillent, qui payent. Alors je dis pas, hein, solidarité nationale, tout ce qu'on veut, moi je veux bien, mais national, ça veut dire national, ça veut pas dire voilà, international. voilà, c'est ça, parce qu'il faut savoir que cet argent part en Afrique en général, donc. Attends, donc on peut faire un lien finalement entre cette sorte d'exode des pays les plus pauvres vers nos régions et les événements comme les émeutes qu'il y a dans les banlieues. Tout simplement, le rapport, c'est tout simplement de dire que c'est pour des attraits financiers qui viennent ici. Oui. Oui, c'est ça. Et qu'ils y restent, d'ailleurs. Et qu'ils y restent parce que c'est une situation très confortable. C'est quand même assez paradoxal parce qu'à les entendre. Oui, à les entendre. Il n'y a rien de bien ici. C'est ça. La Belgique est un pays raciste dans lequel il est horrible de vivre. On est très méchants. Ils sont victimes de tout, victimes de tout le système, victimes de l'État, victimes de la police. C'est vraiment des victimes à tout niveau. Ouais. Mais malgré tout, voilà, ça aime bien quand même sa petite dringuelle fin du mois du CPAS. C'est un pays qui est raciste mais qui donne de l'argent aveuglément. Hein. C'est ça. C'est ça. Voilà. N'oublions pas, autant prévenir les auditeurs, que c'est vous qui payez une partie de tous ces financements. Hein. Ah oui. On vous prend de votre salaire pour cela. Hein. Et oui, c'est ça. Et alors, soyons contents parce qu'en Belgique, les débordements n'ont pas été trop graves. Mais en France, moi, quand je vois déjà que la population française est déjà saignée à blanc par les impôts, etc. Les gens n'ont plus beaucoup d'argent. C'est pas pour rien que François Hollande les appelait les sans-dents. Hein, c'est parce que ce sont des gens qui préfèrent finalement passer la case dentiste. Et avoir des dents pourries entre guillemets plutôt que de dépenser de l'argent chez le dentiste parce que le dentiste coûte cher. Donc ce sont ces gens-là qui vont encore devoir payer tous les dégâts qu'il y a eu dans les banlieues. Et quand en plus de ça on sait à quel point les banlieues sont riches, soit des financements publics, soit de l'argent de la drogue, ça crie ou un du peu travail au vengeance, noir, enfin même sans forcément aller jusqu'à la drogue, même si on sait qu'il y en a quand même beaucoup dans ces populations-là, tout ce qui est travail au noir, etc. C'est quand même exact. Enfin, bêtement, moi ça m'est déjà arrivé récemment, enfin plusieurs fois même de revendre des téléphones ou du matériel
électronique en seconde main sur des sites comme Marketplace ou secondemain.be ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, c'est des personnes d'origine maghrébine qui viennent, qui rachètent ces produits-là, qui marchandent énormément pour les avoir. Et alors, ça m'est déjà arrivé quelques fois d'en vendre à quelques-unes de ces personnes. Et à chaque fois, c'est des Maghrébins en grosse BM, grosse Mercedes qui viennent et qui viennent racheter mon téléphone ou autre. Et on sait très bien qu'au final, c'est pour leur vendre dans leur pays à eux, dans leur pays d'origine, où ils vendront ça pour, de manière, je pense, plus avantageuse. Et, ils se font de voilà. l'argent, Et je sais que c'est comme ça pour les voitures, pour plein de choses. Et voilà, donc c'est plein de choses pour lesquelles il y en a qui vivent que de ça, quoi, au final. Mais à côté de ça, ils touchent, le CPAS, tout ce que vous voulez, quoi. Oui. Mais c'est vrai. T'as quand même pris leur argent, ma chère Louise. Bien sûr. Alors, on appelle ça de la récupération, elle reprend l'argent du CPS. Oui, c'est ça, je récupère mon dû. Après, j'échange un téléphone quand même, mais... ouais, c'est ça. Que pensez-vous de la sortie de Georges-Louis Boucher, qui a proposé de trouver d'avancer le principe de casseur-payeur? Mais... Par rapport aux émeutes, ça, oui, j'ai tout pas à entendu fait. parler de ça. Oui. Tu peux développer du coup ce qu'il a dit par rapport à ça? Il propose tout simplement que les voilà, c'est ça, hein, que les coupables de dégâts soient à l'origine de réparations finalement. Ah bah ça me paraîtrait bien sûr. À place de faire payer le contribuable. Oui, mais c'est sûr. très bien, mais comment tu fais pour faire payer quelqu'un qui a pas d'argent? Enfin, en tout cas... tu leur enlèves le CPAS et tu récupères cet argent sur le CPAS. C'est les propositions qu'il y a en France, hein, ça. Oui, il y a certains qui proposent ça en France, c'est de retirer les allocations sociales. Pour moi, ça devrait même pas être une proposition, juste une logique en fait. Ouais, moi ça devrait être fait d'office. Et s'ils savent pas payer, on leur prend sur ce qu'ils gagnent chaque mois parce qu'ils ont d'office le CPAS ou autre chose, on prend là-dessus. Ouais. On peut faire un paiement étalé. Oui, c'est ça. Si on le retire X euros par mois de leur CPAS et pendant X années, quoi. Ouais, ou on leur enlève carrément, hein, parce que pour moi, ils mériteraient même pas d'en avoir un petit peu. Mais... c'est aussi une des origines des problèmes aussi, c'est que quand vous commettez un délit, vous êtes censé le payer. Donc, en payant ce délit, ou en tout cas en ayant une certaine peine, vous comprenez qu'il ne faut pas le refaire. Oui, pourquoi? Parce que vous avez déjà... vous comprenez les conséquences de vos actes. Quand vous élevez un enfant, quand il fait quelque chose de pas très correct, vous lui expliquez. Enfin, vous le punissez, vous lui expliquez, mais normalement, il n'est pas censé le refaire, ou alors il n'a rien compris. Le problème, c'est que... ou alors c'est que la punition n'était pas assez forte. Voilà, et le problème, c'est que notre justice est si faible que les délinquants récidivent constamment. Oui, en même temps, c'est normal. On leur dit, c'est pas bien ce que t'as fait. Ah non, c'est pas bien ce que j'ai fait. Tu recommenceras pas. Ah non, je recommencerai pas. Non, je suis désolé, hein, mais moi perso, on me traiterait comme ça. Je dis, mais si on m'avait éduqué comme ça, ne serait-ce que dans mon enfance, évidemment. je crois que je serais en prison peut-être. Alors il y avait aussi des autres factions en marge des émeutes. Il y avait quelques mouvements radicaux de gauche, hein, également, qui s'étaient joués à la partie. Hein. Oui, c'est pas étonnant. Hein. Ça, eux, dès qu'ils peuvent casser quelque chose, ils le font aussi. Hein, donc, on retrouve finalement cette alliance. Oui, et de nouveau, à chaque fois, de la même manière, c'est chaque fois le moindre prétexte pour venir casser, revendiquer, manifester. Ce que je trouve très amusant finalement, c'est que c'est une petite parenthèse, hein, mais c'est que finalement la gauche est le mouvement idéologique, le mouvement politique qui est ultra nationaliste. Enfin, si on prend la base de la Révolution française, c'est la gauche qui a créé ce concept de nation, etc. Donc c'est le mouvement le plus nationaliste. Et maintenant, en fait, ils sont complètement dans l'inverse. Et
et hyper anti-nationaliste. Et finalement, et d'ailleurs c'est pas vraiment étonnant que la gauche, enfin qu'il y ait des groupuscules d'extrême gauche qui se retrouvent avec les casseurs, parce que à partir du moment où les casseurs détestent enfin les manifestants détestent la France ou la Belgique, n'importe, mais ici on parle de la France, à partir du moment où ils détestent la France et que le principe le principe idéologique, la base idéologique des groupuscules d'extrême gauche, c'est qu'ils détestent ce qui fait la France, ce qui fait la civilisation occidentale, etc. Ils se détestent tellement qu'ils en préfèrent l'autre, et du coup, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'alliance de circonstances entre toutes les personnes qui détestent la France ou l'Occident ou l'autorité, l'État, ou l'autorité, l'État. Oui, mais remarque, moi je suis pas un grand fan de l'autorité, encore moins quand elle est quand je la trouve illégitime. Pourtant, je vais pas manifester avec les autres guignols. Mais donc. Quand je parle des structures de l'État, hein. Oui, oui, pardon, c'est oui. Ça. Et oui, c'est ça. Et aussi un attrait tous les deux pour la révolution, la révolte. La révolte. D'un côté, on a un peu la révolte désorganisée, qui n'est pas vraiment fondée sur des théories, comme on a vu ces derniers jours. Et d'une part, on a ces mouvements les plus radicaux à gauche qui sont imprégnés de marxisme. Et toujours de cette lutte perpétuelle, constante, contre un ennemi qui est toujours le capitalisme et donc l'État et son bras armé, la police. Donc, donc c'est cette alliance que certains appellent un peu péjorativement l'alliance islamo-gauchiste. Oui, tout à fait. Oui, mais contre un État qui est censé représenter la droite. Mm-hmm. C'est alors ça, mais elle est libérale. Oui, c'est ça. Mais au final, enfin, imaginons donc l'idéologie islamo-gauchiste comme tu le présentes, Raphaël. Au final, si cette idéologie-là gagnait, donc on aurait d'une part les mouvements radicaux de gauche d'un côté et l'islamisme de l'autre côté. Et alors forcément, c'est quelque chose qui va pas tenir la route, parce que quand on voit les revendications de la gauche en termes de féminisme, en termes de LGBT, et les revendications ou les croyances en tout cas en termes d'islamisme, bah c'est forcément quelque chose qui va péter quoi à un moment donné. Donc, mais c'est très simple, hein. L'islam, c'est pas, enfin le Coran, c'est pas un livre sacré, c'est un code de loi. Donc à partir d'un moment, si l'islam devient un tant soit peu majoritaire, s'ils sont assez nombreux dans nos pays, ils imposeront la charia, et s'ils imposent la charia, eh ben, les homosexuels, ils auront intérêt à fuir très vite, très loin. Heureusement, les chrétiens et les juifs ont encore, bien que les juifs, avec ce qui s'est passé en Israël, à mon avis, ils ont peut-être un peu plus intérêt à faire gaffe, mais tous les mécréants, les athées, les homosexuels, les féministes, etc., ils ont intérêt à foutre le camp très vite, très loin, parce que l'islam, c'est pas une religion de sauveur pour eux. Hein. De toute façon, la jonction ne peut pas se faire, tout simplement parce que dans la balance, imaginons une société où tout est tombé, il triomphe, et nous avons dans la balance d'un côté les mouvements radicaux de gauche, et de l'autre côté les mouvements islamistes. Mais la jonction ne peut pas se faire parce que d'un côté de la balance, le mouvement est d'une plus importante violence. En tout cas, j'ai l'impression que l'avantage est du côté des islamistes que du côté des mouvements radicaux de gauche. J'ai l'impression que la force est du côté islamiste. Et à la fois, tout le monde sait que les guerres se gagnent, en tout cas sur la géopolitique, ça se gagne essentiellement par la démographie. L'islam fait beaucoup plus d'enfants que les mouvements radicaux à gauche qui ont tendance à refuser d'en faire. À se stériliser. À refuser d'en faire, voilà. Et c'est pour ça que, de toute manière,
il y a un côté qui risque de prendre l'ascendant sur l'autre. Mais évidemment, c'est évident. Mais dans un premier temps, l'alliance peut se faire. Elle est même... alors on va m'insulter de complotiste. Elle pourrait même être appuyée par certaines élites politiques afin de détruire ce qui constituait la nation ou la patrie ancestrale, le catholicisme, l'ordre, les structures de l'État comme elles sont, pour ces mouvements qui vont détruire finalement toutes ces structures et créer un nouvel homme, un nouvel État, et la disparition du français, on va dire, traditionnel. Qui vont finalement créer en fait très exactement ce dont l'État a besoin, c'est-à-dire un individu déraciné qui se laisse manipuler et en fait ce dont finalement le capitalisme a le plus besoin, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vit plus que pour lui, et ne vivant plus que pour lui, dépense son argent de manière complètement effrénée, etc. Et par opportunisme, on va laisser faire cela, parce que voilà, dans ce résultat-là, il y a de toute façon plus de catholicisme, donc certaines élites y gagnent. Ah oui. Oui, tout simplement. Et il y a une population qui aura tendance à se métisser, donc on va dire que l'Européen, sur le point de vue biologique, n'existera plus, en tout cas plus comme à l'état actuel. Mais ça, j'arrive toujours pas à comprendre ce que ça pourrait leur rapporter, par contre. Bah, tout simplement un remplacement de population. Quand une population vous gêne, il suffit de la remplacer. Oui, c'est vrai que c'est ce qui a été fait d'ailleurs en France en 1793. Donc, quand elle dérange, on abat, hein, tout simplement. Oui, ça s'est passé en Vendée, par exemple. Oui, voilà, c'est ça, en Vendée. Et en fait, même pas que en Vendée, parce que la République française a mis en place les départements, etc., pour que les habitants des provinces ne se sentent plus ils ne se sentent plus berrichons, ils ne se sentent plus aquitains, etc. Et donc on se retrouve avec des gens en fait c'est le premier déracinement entre guillemets. Oui, le déracinement géographique déjà, avec la France en damier, c'est ça, oui. la fin simplement des provinces de l'ancien régime pour des départements. Oui, enfin tout ça a été mis en place. Faudra peut-être une fois faire une émission. Tout à fait, oui. Mais ça pourrait être une bonne idée. Le but est de remplacer une population qui dérange par une autre, et quand on est dans les élites, on est opportuniste et on profite de ce qu'il y a. Donc dans un premier temps, il ne faut pas trop bouger. C'est pour ça que, enfin, je dis pas que c'est pour cette raison-là, mais la réaction de Macron en France s'est fait attendre. Hein. Il n'a pas, il n'a pas eu d'avis dans un premier temps sur ce qui se passait en France, dans les banlieues. Est-ce que ça permettrait pas, dans cette situation-là, de renforcer un peu son pouvoir, finalement? Oui, peut-être, oui aussi. Oui. Si la situation s'embrase, on peut faire passer certaines lois qui pourraient asseoir son autorité. Ça c'est clair que si la situation partait un petit peu trop en cacahuète, et d'ailleurs je crois qu'il y a une loi, enfin une proposition de loi actuellement qui est en discussion. Alors bon, moi je suis pas juriste, et je comprends pas tout à ce niveau-là, mais toujours est-il que visiblement ça donnerait les pleins pouvoirs au président français dans certains cas pour faire de la réquisition de population, de biens, de comment on appelle ça, de bâtiments et autres, dans certaines situations, mais je trouve ça affolant, parce que déjà qu'ils nous pompent notre argent toute l'année, mais en plus de ça, maintenant ce serait encore plus grave, quoi. Enfin bon, bref. J'aimerais apporter une petite précision sur mon évocation du remplacement de la population. On va m'insulter de complotiste, mais j'ai quelques chiffres ici, des chiffres qui sont relevés par StatBell,
donc il n'y a rien de plus officiel, hein. C'est qu'au 31 décembre 2007, la Belgique, qui comptait à l'époque 10 666 866, je suis précis, habitants, possédait 2 462 746 étrangers ou personnes d'origine étrangère, dont, parmi ceux-ci, 1 380 323 nés à l'étranger. En 2022, donc plusieurs années plus tard, la Belgique, qui compte aujourd'hui 11 584 008 habitants, possède 3 869 775 étrangers ou personnes d'origine étrangère. Donc, mais quand tu dis étrangers, c'est bien des étrangers légaux. On parle pas en plus des légaux. Donc on parle même pas de tous ceux qui parce qu'il y a quand même qui passent entre les mailles du filet. Forcément, il n'y a pas de chiffre pour ça. Oui, tout à fait. On parle pas de ceux qui passent voilà, dans les mailles du filet. Les plus grandes communautés sont les Marocains avec 587 095 personnes, puis les Italiens, qui est une immigration plutôt historique qui est liée au travail dans les mines, entre autres, qui est de 491 651, donc pas très loin. Puis ensuite, on a les Turcs qui est 322 000, les Français, puisque c'est un pays limitrophe, c'est la même chose pour les Pays-Bas avec 275 000. Mais on a également les Roumains, les Polonais, les Congolais, qui est plutôt historique également. Alors, les Afghans, 34 643, les Irakiens, 22 566, les Syriens, 43 000. On a de plus en plus, voilà, on a une augmentation de la part d'étrangers dans la population belge en général. Donc, c'est quasi un tiers. C'est quasiment un tiers. Mais oui, c'est en forte augmentation. Attention. Et quand je parle et quand je parle des personnes d'origine étrangère, attention. Voilà, ils rentrent dans ces chiffres-là. Ce qu'il faudrait comme chiffre, c'est ceux qui aiment leur pays. Ça, c'est important. Parce qu'ils soient d'origine étrangère, ça m'est peu importe finalement. Est-ce qu'eux se sentent belges ou pas? C'est ça surtout. Je préfère une personne étrangère, d'origine étrangère, qui a l'amour du pays qui l'accueille et qui veut épouser finalement ses règles, ses coutumes, son histoire, qu'une personne 100% belge, ethniquement, on va dire, wallonne flamande, et qui déteste son pays. Voilà. Donc, voilà, je tiens à remettre un peu l'église au centre du village. Tu fais bien de rappeler ces chiffres, je trouve ça intéressant. Et voilà, faut bien se dire qu'il y a quand même énormément d'étrangers. Enfin, j'ai l'impression que c'est presque plus d'étrangers illégaux que d'étrangers. Ça, je ne sais pas. Il faudrait connaître. Je m'avance sûrement trop, mais voilà pour connaître des personnes. N'oubliez pas. Ouais. Oui, excuse-moi. N'oubliez pas qu'il y a aussi, en fait, et ce dont on ne parle même pas, c'est toutes les personnes d'origine étrangère, mais qui ont la nationalité, hein. Parce que ça aussi, ça augmente dans ces chiffres-là, la quantité. Voilà. Dans ces chiffres-là, dans ces chiffres-là, ils sont pris en considération, je pense. Ah oui, ok, pardon. Alors, maintenant, 11 584 000 habitants, c'est habitants ou belges? Moi, je pense que c'est belge. Enfin, c'est toujours les chiffres qu'on utilise pour compter la population, on va dire, de notre pays. Maintenant, on peut mettre les étrangers avec, puisque les étrangers sont dans les chiffres. Oui. Ouais. Tout simplement. Donc, non, il me semble que les étrangers sont comptés, oui. Donc, voilà, autant pour moi. Mais c'est une part importante de la population belge, en tout cas. Oui, enfin, en tout cas, en pleine croissance, enfin, sans cesse en croissance, en tout cas. Ah oui, donc, voilà, il faudrait voir les chiffres dans 20 ans, dans 60 ans. On risque d'être impressionné. Nul doute que ces chiffres ne cesseront d'augmenter, étant donné leur natalité quand même plus grande que la nôtre. Beaucoup plus élevée que celle que la nôtre, quoi. Donc, c'est exponentiel, donc ça va forcément augmenter de manière exponentielle. En tout cas, si tout reste, si tout reste comme maintenant en termes de natalité. Donc, il faut s'attendre effectivement à ce que ça ne cesse d'augmenter. Comme les émeutes.
Comme les émeutes, c'est ça. Oui. Donc Oui, on s'entend dans mais- des émeutes de plus en plus importantes. Maintenant, Mais ma question... c'est ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas si tu l'avais dit, Raphaël, mais entre les émeutes de 2005 en France et les émeutes qu'il y a eu donc la semaine dernière, le montant des dégâts visiblement a fortement évolué. Hein. Oui, il faut s'attendre à des émeutes périodiques, un petit peu comme il y a aux États-Unis. Voilà, à nouveau, comme il se passe chez le maître, hein, Ouais. avec des tensions communautaires. Et voilà, il faut s'y habituer. Maintenant, voilà, ma question est la suivante. Quels conseils pouvons-nous donner peut-être aux auditeurs face à ces changements de relations communautaires, finalement, au sein de notre pays? Je pense que c'est bien de terminer du coup sur cette note de qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça. Moi j'ai envie de dire faites des bébés. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Oui, En plus il y a plus vrai, désagréable quand même. Ouais, il y a plus désagréable comme boulot, disons. Pour faire des bébés, il faut aussi qu'il y ait un état d'esprit qui soit présent, parce que Oui, la raison est que on ne va pas faire d'enfants dans un monde pareil. Mhm. Mais si vous laissez le monde devenir ainsi, le monde va tout droit à la catastrophe. Alors que si vous faites des enfants et que vous les élevez dans l'amour, dans les règles, dans des règles positives, Ouais, tout à fait. je pense que ce monde peut être meilleur. Oui. Je suis d'accord Oui, avec toi. c'est Évidemment, évident. il ne suffit pas que de faire des enfants. Il y a Alors, tout c'est ce pas qui va- facile, tout ce voilà. qui va avec. Alors c'est pas facile naturellement aller dans une société individualiste ou dans une société où on est extrêmement pris par son travail. Je peux comprendre, voilà, qu'un enfant ça peut prendre énormément de temps, mais je pense qu'on a tout à y gagner. C'est un réel bonheur d'en avoir. Oui, c'est ça en fait. Et ce serait tellement agréable que les gens se rappellent que, enfin oui, avoir un enfant, c'est quelque chose. Enfin, oui, je sais pas, c'est même pas possible de dire, mais c'est magnifique quoi. C'est magnifique. Enfin, moi j'ai un fils, on en attend un deuxième et vraiment à chaque fois que je vois mon fils, mais je suis pris d'une bouffée d'amour, c'est dingue. Au final, la solution, c'est ça. C'est Oui. l'amour. Mais faites Oui. en sorte que cet enfant choisisse bien ses fréquentations, essayez de l'élever C'est ça. dans des bonnes valeurs et éviter qu'il se retrouve un jour au volant d'une voiture à faire des zigzags entre les camions et les voitures pour finalement se retrouver à un contrôle de police et Ouais. Et refuser d'obtempérer. refuser Ouais, d'obtempérer c'est ça. parce qu'on n'a C'est jamais ça le appris pire. ce que c'était les règles et Ouais. voilà, tout simplement. C'est malheureux finalement, hein. Tout ça c'est Ah mais c'est du gâchis. ça part d'une Hein. éducation et de fréquentation, ça passe à rien. Mais c'est vraiment du gâchis quoi en fait. Parce que finalement, et il faut bien le dire aussi, c'est malheureux quoi. Ce pauvre gosse de 17 ans termine sa vie lamentablement parce que on ne lui a jamais appris à, enfin visiblement on ne lui a jamais appris à obéir et à respecter l'autorité. Il faut quand même dire aussi que visiblement il était, il avait donc à ses 17 ans, il avait déjà 15 citations de justice, ce qui visiblement est quand même costaud à un âge aussi jeune. Mais donc, mais quel gâchis! Enfin, une vie si courte, faucher tout ça pourquoi? Parce que on n'a pas appris à respecter l'autorité, parce que On n'a pas appris malheureux. à respecter le pays dans lequel il vit. Ça aussi, oui, ça aussi. Oui, Parce que respecter l'autorité, c'est respecter le pays dans lequel on vit. Et ici, c'était Tout à pas manifestement pas dans les valeurs qu'on a données à ce garçon. oui, Non, malheureusement. visiblement. Et ça aurait pu finir autrement. Il aurait pu y avoir une victime hein, à rouler comme un fou. Ah ben Voilà, oui, ça aurait pu être un innocent également qui aurait pu voilà, passer sous les roues de ce garçon. Donc il aurait pu être également à l'origine d'un meurtre. Hein. voilà.
Donc, Tout voilà. à fait. Non, tout à fait. Mais donc, pour conclure, je pense que ce qu'on peut dire, c'est en effet, comme l'a dit Louise, déjà, commençons par faire des enfants et par bien les élever, bien les éduquer. Et puis quand même, qu'on le veuille ou non, je pense que un des gros problèmes, c'est quand même qu'il y a un manque de fermeté assez flagrant au niveau de la justice par rapport aux personnes qui commettent des délits ou des crimes dans nos pays. Surtout en général quand c'est d'une certaine ethnie, parce que ou en tout cas de certaines idées politiques, parce que disons que des personnes qui ont des idées politiques moins conventionnelles parfois se retrouvent avec beaucoup plus de problèmes que d'autres. Donc je pense qu'on peut conclure en disant ça, et en disant que c'est malheureux d'avoir des morts pour ça. Je partage tout à fait ta conclusion. Oui, c'est pareil pour moi. Ouais. Tout à fait. Oui, je partage là aussi, j'écoutais attentivement. C'est malheureux et voilà. C'est comme ça et il faut éviter des tragédies de ce type. Et l'État a sa part de responsabilité, je pense. Oui, je partage ton avis. Si l'État faisait son boulot, mettait en place la sécurité qu'il est censé mettre... L'éducation également. Voilà, c'est ça. Je pense que ce genre de choses n'arriverait pas. Mais bon, enfin, allons faire comprendre ça aux gens. Hein. Mm-hmm. Eh bien, bonne soirée à vous deux et à la prochaine, hein, pour un prochain podcast. Et ça m'a fait très plaisir d'avoir cette petite conversation avec vous. Au revoir. Merci à vous.